Bienvenue dans un nouveau Sony Webcast. Ce soir, nous sautons dans le monde du streaming. Et qui pourrait mieux nous guider que le fameux YouTuber Discover ID? Bienvenue Nicolas. Bonjour, merci beaucoup. Enchanté, moi c'est Nicolas, j'ai 31 ans. Je suis ce qu'on peut appeler aujourd'hui YouTuber, influenceur. Je travaille sur les réseaux depuis maintenant presque 7 ans, majoritairement sur YouTube. Je produis sur d'autres réseaux comme par exemple Instagram, Twitter, TikTok et également Twitch où je fais des streams. Ça fait aussi maintenant 6 ans environ que je fais du streaming et que c'est une de mes passions. Bonjour, comment allez-vous? Bah écoutez, moi voilà, en toute honnêteté, en toute franchise, en toute sincérité, ça va. Vous savez, je suis quelqu'un de simple, hein, je commence pas à faire oui, non, mais en fait, alors... non, ça va. Toi, tu es Nicolas, mais qui est Discover ID? Donc Discover ID, c'est plus un nom de marque, le nom d'une chaîne qu'un pseudonyme sur Internet. C'est une envie en fait de créer son propre contenu, de partager sur les réseaux, du contenu déjà que j'avais envie de produire, mais surtout aussi de pouvoir aider les gens d'une certaine façon dans le domaine à la base de la tech. Et puis ça s'est vraiment détaché en allant un petit peu plus vers l'hardware, donc ce qu'on appelle l'informatique. Pouvoir voilà, donner des astuces aux gens pour trouver par exemple des produits moins chers, pour pouvoir savoir comment monter son PC par exemple, les petites astuces pour entretenir son ordinateur, plein de choses comme ça où vraiment ça partait d'une intention de vouloir aider les gens parce que moi-même à une époque, avant d'être youtubeur, dès que j'avais envie de savoir quelque chose, j'allais le voir sur YouTube et donc voilà, quand j'ai eu envie de créer une chaîne YouTube, j'ai eu envie de partager ce que je voulais dessus et pour aider les gens. Right. Mais alors, qu'est-ce qui te rend toi si spécial? Qu'est-ce qui te met toi à part des autres chaînes YouTube? C'est difficile à dire d'un point de vue extérieur parce que bon, on est tous assez différents dans le contenu. Moi, je pense que ce qui peut me différencier des autres, c'est mon côté un petit peu plus décontracté, relax, sans trop de filtres. Parce que j'ai toujours aimé faire un petit peu le bon prof, c'est-à-dire donner un petit peu de savoir et de temps en temps lâcher une petite blague, détendre l'atmosphère pour savoir captiver l'ambiance, les réveiller un petit peu, plutôt que voilà, de prononcer des longs discours qui sont un petit peu longs, qui sont fatigants. Vraiment de faire les choses de manière vulgarisée, simple au possible et de faire des blagues pour captiver les gens et garder leur attention. Et pour rigoler aussi un petit peu. Oui, ça on a bien fait, on a bien rigolé avec plein de vidéos de toi. Mais alors, une grande question, mais en fait, qu'est-ce qui met du streaming à part d'autres façons, d'autres créations de contenu? Le streaming, c'est très différent par rapport à la création de vidéos parce que là, c'est vraiment de la spontanéité. C'est vraiment déjà échanger en direct avec l'audience, avec sa communauté. Bon, on est quand même séparé par un écran, mine de rien, mais voilà, on s'adresse aux gens en direct. Généralement, quand on fait ça sur YouTube, c'est via les commentaires. Et bon, le temps qu'ils postent leurs commentaires, ils ont le temps de le réfléchir, de l'éditer. Et même nous, par rapport aux réponses, on a le temps de réfléchir, d'éditer. Et il y a du temps qui passe. Alors que là, sur le stream, tout est vraiment spontané, tout est direct. Il n'y a pas de correction, tout se passe sur le moment. Donc c'est déjà beaucoup plus authentique, plus relax, moins de préparation. C'est le côté cool. Et bon, voilà, c'est vraiment la possibilité d'échanger avec les gens qui nous suivent sans avoir besoin d'être avec eux, présents à un endroit. Est-ce que ce passage de vidéaste indépendant au vidéaste YouTube a été difficile? Ça a été difficile, peut-être pas difficile, ça a été un petit peu compliqué d'un point de vue technique. Il a fallu réapprendre des choses parce que c'est vrai que prendre son sac et sa caméra et ses affaires et aller tourner dans un événement ou dans un studio ou quoi, c'est vraiment très différent de tourner bêtement, par exemple je pense comme presque tous les youtubeurs ont commencé dans leur salon ou dans leur chambre, les streamers aussi. C'est réapprendre beaucoup de codes, aussi bien techniques que même le langage avec lequel on doit s'adresser sur Internet, les codes pour essayer que les vidéos fonctionnent. C'est vraiment très différent. C'est, on va dire, 30% de création et 70% de réflexion. Or que, très souvent, voilà, quand on est vidéaste indépendant, il y a quand même une partie réflexion, mais tout le reste, c'est beaucoup de la création, c'est de l'improvisation sur le moment. Là, ouais. Travailler sur YouTube, sur les réseaux, c'est beaucoup de préparation, c'est faire attention à beaucoup de petits détails, beaucoup de choses pour essayer que le contenu plaise à l'audience, mais aussi pour essayer de ne pas sortir trop des codes qui pourraient amener vers des petits problèmes, des petits dramas, on va dire. C'est le côté un petit peu compliqué des réseaux aujourd'hui. Mais sinon, c'est deux métiers qui sont très chouettes et que j'adore. Mais c'est vrai que c'est quand même deux métiers différents. Ça reste dans le domaine de la vidéo, de l'image, mais c'est deux métiers très très différents.
Youtubeur, streamer, créateur de contenu ou encore influenceur. Plusieurs titres qu'on nous donne dès qu'on commence à avoir une audience, une communauté. De mon côté, je me suis jamais trop posé la question. Tout ce qui compte pour moi, c'est de pouvoir créer ce que j'ai envie et de pouvoir le partager. Avant d'être sur YouTube, j'ai toujours été passionné par la vidéo. Mais la vérité, c'est que comme la plupart de mes collègues, j'ai fini par me bloquer dans un format et perdre ce pourquoi j'ai commencé YouTube. L'envie de partager des images, des émotions, une vision. Je me suis un petit peu oublié en restant dans ce format qui limite la créativité et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé cette chaîne. Commencer une vidéo depuis l'écriture en passant par le choix du plan idéal et finir par un montage qui était déjà construit à l'avance sur un storyboard, ou juste capturer des moments aléatoires et créer quelque chose avec un montage improvisé. Ces deux formules fonctionnent et sont une sorte de magie dont le résultat est ce que je considère comme la chose la plus satisfaisante au monde. Rendre intéressant de voir spectaculaire des choses qu'on trouve parfois anodines, faire de la poésie avec seulement quelques images, plonger durant quelques instants dans un univers microscopique qu'on ne voit pas du même œil. Créer un univers de rêve digne des plus beaux contes de fées dans un endroit ordinaire dans lequel passent des milliers de personnes sans en contempler la beauté. Avec une caméra, un logiciel de montage et un peu d'imagination, on peut faire naître tout ce qu'on veut. Une forme d'art à travers laquelle peuvent être transmises beaucoup de choses que les gens peuvent interpréter comme ils le veulent. Ici, vous voyez un gastoïde dans un train, moi j'y vois le milieu d'une histoire que je suis en train de vous raconter. Quelle que soit la forme de la vidéo, c'est tout ce que j'ai toujours aimé faire et la raison pour laquelle, peu importe la façon dont elle est construite, j'éprouve toujours du plaisir à en faire après toutes ces années, même si c'est devenu mon job. Découvrir un nouvel endroit et contempler la façon dont ses nouveaux habitants le découvrent et se l'approprient à leur tour. Ces mêmes gouttes d'eau sous un autre angle qui cette fois-ci laissent comprendre qu'elles sont en déplacement et vont arriver dans une destination qui elle aussi a son histoire. Au-delà de tout ça, une caméra peut immortaliser des instants qui sont déjà gravés dans nos têtes au moment même où ils ont lieu, mais qu'on aimerait conserver et revoir au cas où notre mémoire nous ferait défaut, ou juste les partager avec les autres. Être influenceur ne signifie pas qu'on est juste bon à présenter un produit pour empocher un max d'argent, mais qu'on est capable d'utiliser notre voix et cette influence pour soutenir un projet, une cause, et que notre communauté décidera ou non de nous suivre. Bref, youtubeur, créateur ou influenceur, donnez-moi le titre que vous voulez. La seule chose qui compte pour moi, c'est que vous n'oubliez jamais que derrière tout ce que j'entreprends, j'y vois une forme de magie et que mon but sur cette chaîne est de vous la partager. Et si tu veux me soutenir dans ce projet, n'hésite pas à partager cette chaîne et cette vidéo, parce que beaucoup de choses vont encore y avoir lieu. Là maintenant, mon matériel favori, celui que j'utilise le plus, l'appareil qui vraiment ne me quitte plus depuis que je l'ai acheté, c'est l'A7S III. Qui est vraiment très polyvalent, qui est super bon et surtout qui est très bon en basse lumière. Moi, c'est ce qu'il me fallait étant donné que je tourne la plupart des temps mes vidéos dans une atmosphère assez tamisée au niveau des lumières. Je joue beaucoup sur la couleur et des lumières assez douces et plates, pas trop vives, mais toujours dans une ambiance un petit peu assombrie, on va dire. Donc l'A7S III, pour moi, c'était vraiment le meilleur choix pour pouvoir faire ça en basse lumière sans devoir avoir une image pleine de grains. Au-delà de ça, j'utilise aussi l'A7 IV qui est parfait pour pouvoir faire de la vidéo aussi bien en haute lumière qu'en basse lumière et pouvoir me déplacer de mon studio à dehors quand par exemple je pars à des événements, pouvoir manier, moduler entre la vidéo et la photo. Et puis sur le côté, j'utilise aussi un petit ZVE10 qui m'accompagne pareil pour des événements ou même en guise de webcam pour faire les streams parce que la qualité est vraiment superbe. Aujourd'hui, il y a des technologies qui font qu'on peut utiliser nos appareils en tant que webcam. Et j'utilise également des ZV1 pour avoir plusieurs petits angles, comme par exemple une caméra en plongée quand je fais des unboxings, ou même une caméra en orbite ou quoi quand j'ai besoin d'autres vues. Bonjour, comment allez-vous? Alors il faut savoir mesdames et messieurs que cette vidéo devait sortir il y a déjà pratiquement un an. Je devais vous présenter mon setup en 2022 parce que je ne l'avais pas encore fait. Et puis du jour au lendemain je me suis dit est-ce que je balayerai pas tout ce qui a été fait? Est-ce que je ne referai pas absolument tout mon setup? Et évidemment c'est ce qui s'est passé. Et c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas réellement eu de vidéo setup en 2022 hormis cette partie du setup que je vous avais montré. C'est vraiment pas encore mon setup de jeu ni même celui sur lequel je tournais mes vidéos. Et du coup là ça y est, aujourd'hui je vais vous le présenter. J'ai plusieurs setups, oui. Il y a, on va dire qu'il y a le setup création de vidéos, et puis il y a le setup streaming, où là, j'ai vraiment tout disposé de manière à ce que ce soit parfait pour streamer, pour moi en tout cas. Comme par exemple, je monte des PC en live, ou que je fais des présentations de produits, pouvoir placer plusieurs caméras qui sont directement reliées sur mon PC avec par exemple un module comme le Camlink. J'ai 4 caméras qui sont branchées en simultané et que je peux commencer à moduler, à changer très facilement en live et ça c'est vraiment pratique. Avoir une sorte de petite régie en fait directement connectée à toutes ces caméras, c'est vraiment super pratique.
Et voilà. Alors vous allez voir que ce setup, c'est un petit peu 2 salles, 2 ambiances. J'ai mon petit coin où je tourne, où je monte, et j'ai mon coin rangement, où parfois je fais d'autres trucs. J'envisage notamment de me faire un petit coin simulateur de vol, mais bon, ça c'est qu'en projet, je vous en parlerai plus tard. Mais du coup, ici, on est vraiment dans la partie où je crée mes vidéos, on est dans la partie où je fais absolument tout ce que vous voyez sur YouTube. Ah, mon cadreur, il a un petit peu du mal là. Et donc oui, cette fois-ci, j'ai pris un bureau en coin tout simplement pour pouvoir bosser mes vidéos et tout ce que je fais sur YouTube ici directement. J'ai vraiment tout mon setup qui est super bien agencé. En plus, j'aime bien le fait d'être un petit peu cloîtré comme ça dans mon espace, de pas avoir un espèce d'énorme espace vide. Et quand je tourne mes vidéos, bah voilà, je me mets ici face à la caméra. Ma petite caméra qui se trouve juste là du coup, et après bah voilà, vous avez tout le background derrière. Tout ça beaucoup plus facile, plus pratique, et niveau de l'agencement et de la prise d'espace, c'est beaucoup mieux. Parce qu'avant, voilà, j'avais mon bureau dans un coin de la pièce, j'avais mon décor qui prenait absolument tout l'espace. Non seulement ça prenait vraiment beaucoup d'espace, mais en plus de ça, ça laissait aucune place pour aucun rangement. Quand j'ai refait mon setup, c'était vraiment hyper important pour moi d'avoir l'espace de captation, donc avec mon décor, et vraiment l'espace de montage et de travail l'un à côté de l'autre. Histoire déjà de pouvoir bosser de façon vraiment très pratique, genre je tourne ma vidéo, si j'ai envie de la monter direct, bim, je passe sur l'autre espace. Ça me permet également de brancher mes caméras directement à mon PC sans avoir 3 milliards de câbles qui traînent un peu partout, même si c'est quand même le cas, mais ça vous le verrez après. Et surtout, ça me laisse la possibilité d'avoir l'espace qui est là-bas complètement vide pour pouvoir mettre des armoires, des bibliothèques, de quoi ranger plein de matériel. Bref, ça c'était l'explication de pourquoi j'ai agencé tout ça comme ça. Maintenant, je vais vous montrer tout ce qu'il y a sur le bureau et dans tout ce setup. Parce que croyez-moi, du matériel, il y en a vraiment beaucoup. Maintenant, passer à tout ce qui est éclairage et matériel vidéo du setup, parce que c'est quand même très important. Hein. Ça a beau être un setup, gaming, tout ça, c'est quand même surtout un setup dans lequel je fais du YouTube. Donc vous les avez sûrement vus, mais ici en éclairage, pour le stream et un petit peu d'appoint quand je fais mes vidéos, des keylights de chez Elgato. Pour streamer, c'est très bien, c'est très pratique. Hein. Regardez, il y en a une là et une là. Mais voilà, les keylights me servent, comme je l'ai dit, surtout à streamer. Quand je fais des vidéos, j'en allume une, celle de l'extrémité ici, juste pour avoir une petite ombre, enfin un petit reflet lumineux ici sur la gauche, comme ça me détache légèrement du fond. C'est pas du tout nécessaire, mais ça donne un petit style et j'aime bien. Il y a mon néon aussi qui me sert d'éclairage de détachement, hein, qui me détache du fond. En fait, chaque petite lumière que vous voyez en arrière-plan, c'est non seulement pour décorer le mur, mais aussi pour me détacher un petit peu de ce fond, que je n'ai pas, que je donne pas l'impression d'être complètement encastré dans le décor. Et alors maintenant, on va passer de l'autre côté du setup, comme ça je vous montre le reste de l'éclairage, même si on n'a pas énormément non plus. L'éclairage, c'est un point sur lequel je dois encore pas mal bosser. D'ailleurs, toi, je sais pas du tout pourquoi tu t'es retourné comme ça, mais bon. Mais en tout cas, je vais vous montrer actuellement le petit éclairage que j'utilise pour faire mes vidéos YouTube. Donc, c'est très simple. Il y en a deux. Ce sont des Falcon Eyes. On en a une ici qui est sur ma gauche quand je tourne mes vidéos en face et une sur la droite. C'était important pour moi d'avoir quelque chose qui soit pas à même le sol parce que voilà, j'ai déjà un trépied. Avant ça, je mettais mes 2 lampes sur trépied. Ça faisait beaucoup de bordel devant le bureau. Ça faisait des câbles en plus qui traînaient que j'avais du mal à attacher directement. Là, voilà. Je les ai fixés directement sur les armoires. L'avantage de ces lampes, c'est leur diffusion qui est vraiment super bonne, qui est super plate. Leur lumière qui est modulable facilement, hein, que ce soit la balance de couleurs ou alors l'intensité. Et en plus de ça, ce qui est cool, c'est que je peux les régler tous les deux sur le même channel. Sur le même canal, donc voilà, si j'en augmente une, l'autre va augmenter aussi en même temps ou se diminuer en même temps. Donc étant donné que moi je filme en basse lumière avec une caméra qui prend les basses lumières, je vous en parlerai après, je les mets vraiment très basse, je les mets à 5%, c'est plus que suffisant. Ça me permet d'être un petit peu éclairé sans que ce soit trop, sans que ça explose la rétine et que je sois complètement brûlé. Et aussi ça me permet de pas avoir trop de projection de lumière blanche sur toute la lumière que j'ai en arrière-plan, que ce soit le néon, que ce soit la bande d'arcade ou les Govie, parce que sinon ça les écraserait complètement, on verrait plus trop, donc voilà. Ici l'idée c'est d'avoir un fond qui est bien lumineux, qui est bien coloré, et d'être moi assez éclairé sans venir taper dans le fond. Mais voilà, les Falcon Eyes sont bien, mais pour ce que je fais, ça commence à devenir un petit peu limité, je pense me réorienter vers quelque chose d'autre. J'ai déjà pas mal de petites idées. Vous pouvez voir ici que j'ai fait quelques petits cable management, ici avec des petites goulottes et tout. C'est pas incroyable, mais au moins ça cache un peu, bon il y a des trous dans l'armoire, hein. Force de visser des trucs dedans et puis de me dire non, je suis pas satisfait, de les enlever, bon. Côté vidéo, on a ici une première caméra, c'est une Sony ZV-E10, c'est celle que j'utilise pour faire mes streams. Dessus un objectif Sony, le 24-70, super bien aussi pour faire de la vidéo. Elle est fixée sur un bras mural Elgato, ce qui me permet non seulement d'éviter un trépied en plus, mais en plus de ça de pouvoir la positionner comme je veux. Elle est auto-alimentée ici en USB-C, pas besoin de batterie, elle s'alimente en continu. Et alors il y a aussi un câble HDMI qui vient directement se connecter ici au câble Link Pro du PC, comme ça je peux m'en servir pour streamer. J'ai 4 caméras qui sont branchées directement sur le câble Link, celle-ci je pense que je vais la faire sauter parce que c'est celle que j'utilise le moins maintenant, que je n'utilise pratiquement plus. Normalement ici c'est le A7S III qui me filme comme ceci, les plans de face que vous voyez dans toutes mes vidéos c'est fait au
au A7S3. Bon, là en l'occurrence, le A7S3, il est en train de me filmer, donc actuellement j'ai mis le A7 IV juste pour vous illustrer un petit peu comment je fais pour me filmer en vidéo. Et donc là, on a l'A7 IV qui est pratiquement d'aussi bonne qualité que le A7S3, c'est juste qu'il est moins fait pour gérer les basses lumières. Comme vous le voyez ici, je suis dans un studio où certes, il y a des points d'éclairage un petit peu partout, mais où la lumière est pas très très forte. Je préfère filmer en basse lumière et monter un petit peu l'ISO pour avoir quelque chose qui est quand même assez vif au niveau de la luminosité, mais qui ne tape pas non plus trop dans les couleurs. Et donc voilà, généralement j'ai la 7S3 ici qui est directement reliée au câbling pro avec un câble HDMI, qui est aussi connecté à une batterie fake pour toujours être alimenté sans que je doive recharger la batterie. Le trépied sur lequel c'est mis, c'est un Manfrotto 290. Il est très sympa, c'est un petit pied d'appoint qui coûte pas ultra cher, qui est facile à moduler. Moi, il me fallait juste quelque chose que je fixe ici. Et alors pour les objectifs, celui qui me filme actuellement, c'est un 24-105 de chez Sony qui est stabilisé. Et celui-ci, pour mes plans en vidéo, c'est un 35 mm qui ouvre à 1.8. Celui-là, je l'ai pris, voilà, parce qu'il est très polyvalent, parce que je peux zoomer assez facilement et assez loin, et vraiment, pour la vidéo, il est excellent. C'est un monstre, même s'il coûte quand même assez cher. Mais clairement, il les vaut. Bref, normalement ce A7 IV, vu qu'il est pas là, il est branché ici sur un autre petit Braille gâteau pour pouvoir filmer ce setup quand je suis en stream ou alors en vidéo en train de vous manipuler un produit pour vous le montrer, ou alors même le setup qui est juste à côté, celui où je fais ma bench, me permet de faire de beaux plans et sans pour autant avoir un trépied qui prend de la place au sol. Enfin bref, je vais pas vous réexpliquer, mais en gros, il est filmé ici, pareil avec une petite batterie, et alors là vous ne le voyez pas, mais il y a un câble HDMI qui me permet de le relier jusqu'au PC là-bas. Et alors là, on a une autre caméra qui est le Sony A6600, qui lui aussi est branché sur batterie et sur HDMI, et en fait qui vient filmer directement en vue de haut les unboxings que je fais. C'est pour ça que je vous dis que la caméra là-bas elle va virer, c'est que celle-ci est venue remplacer. Je trouve ça mieux de faire des unboxings sur fond blanc, ou enfin fond uni en tout cas, et avec une meilleure lumière. D'ailleurs pour ça que j'ai mis ces petites lumières ici qui peuvent venir éclairer ce que je fais. Pas trop chargé, donc je peux pas la mettre beaucoup plus fort, mais normalement ça éclaire plus fort. C'est aimanté, donc ça s'enlève et se remet très facilement, et dès que j'ai plus de batterie, voilà, je viens les brancher ici sur USB-C, qui sont reliés à une power bank juste au-dessus. Donc voilà, j'ai mon petit système un petit peu bordélique avec un petit peu de câble, mais qui me permet de tourner assez facilement, de faire des unboxings très facilement, des montages PC très facilement. Ici j'ai un Atomos Ninja 5 qui, je sais pas s'il est branché. Il est directement relié à cet appareil, comme ça quand je fais mes tournages, je peux directement avoir un retour et record dessus. Parce que ici avec le petit écran, c'est difficile de voir vu qu'il est un petit peu incliné, il est petit. Donc je vois pas forcément si mes boîtes sont bien cadrées. Niveau cable management, c'est pas encore top, hein, ça me pendouille encore un petit peu par-ci par-là parce que je dois repeindre un peu le mur ici sur lequel j'ai foutu plein de bordel, j'ai fait des trous. Et donc voilà, ici pour l'instant c'est vraiment la zone qui est en cours d'expérimentation. Je vais voir si ça me convient bien, je vais voir si c'est comme ça que je veux la garder. Mais en tout cas pour l'instant ça fait bien le taf. Les deux optiques que j'utilise en majorité, c'est la 24-105 parce qu'elle est vraiment très très polyvalente. C'est pratique quand je veux faire soit des gros plans ou alors des vues d'ensemble. Ça aussi pareil, je peux très facilement moduler. Par exemple, si je suis en train de montrer un produit en stream, si j'ai envie de montrer un gros produit, je peux montrer l'ensemble du packaging et tout directement en dézoomant à fond. Et quand j'ai des objets un petit peu plus petits, il me suffit de zoomer dessus pour pouvoir le montrer plus facilement. En plus avec l'autofocus, c'est vraiment génial. Et alors il y a aussi le 50 mm, celui qui ouvre à 1.8. Pour des plans fixes, parce que voilà, lui, une fois qu'il est prêt, enfin qu'il est fixé, il n'y a plus besoin de mettre trop de lumière. Il y a un très beau bokeh qui se crée à l'arrière, un beau flou artistique. Donc ouais, ça c'est vraiment mes deux optiques favorites. Ouais, j'utilise ces optiques-là avec le A7S3 et l'A7 IV. Je varie un petit peu, parfois j'en prends une et je la mets sur l'un et sur l'autre. Ça dépend un petit peu du contexte, mais je jongle entre les deux, entre mes deux pleins formats. N'importe quoi, putain. Voilà, ça c'est le genre de choses qui se passe dans le staff. Et bonsoir. Comment ça va? Ouf, lancé à cette heure-ci. Mais c'est normal, j'étais avec vous, bande d'enculés. J'étais avec vous, bande de gros bâtards, là. C'est vous m'avez retenu toute la soirée, wesh. Donc j'ai envie de le dessiner, mais genre... pas copier l'image, mais réinterpréter le perso avec ce que je sais faire actuellement en dessin. Un samedi. Non, toujours pas. On verra après avec le développement du reste. Le dessin, j'adore Zelda, mais je veux pas me spoil, du coup je regarde pas les lives. Mon astuce pour quelqu'un qui voudrait se lancer sur les réseaux, selon le type de contenu qu'il va faire, c'est de vraiment beaucoup soigner sa qualité. Déjà de se renseigner beaucoup sur les codes de YouTube et du streaming, de vraiment apprendre ce qui plaît aux gens, comment ça fonctionne. Mais pour moi, ce qui a toujours été primordial dès le moment où je me suis lancé, c'est d'avoir une qualité d'image et de son impeccable, parce que l'une ne va pas sans l'autre. On dit souvent que voilà, la qualité du son prône et qu'on peut avoir une image qui n'est pas terrible, mais si on a un bon son, ça passe.
Ça, c'était bien il y a quelques années. Maintenant, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment très important d'avoir les deux vraiment en qualité au top. Parce que les standings sur Internet ont été mis très très haut. Il y a 5 ans, c'était pas pareil que maintenant. Il y a encore des gens qui pouvaient faire leurs vidéos avec la webcam, avec plein de choses. Maintenant, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Évidemment, ça ne veut pas forcément dire que si on a une bonne qualité, on va d'office réussir. Mais avoir cette bonne qualité, c'est vraiment très important, mine de rien, parce que ça donne vraiment beaucoup de professionnalisme au contenu que vont proposer les gens. Mais aussi, voilà, c'est directement à l'œil, c'est une grosse plus-value, c'est quelque chose de très important pour moi. Moi, c'est Nico. Alors, si t'es ici, c'est que tu me connais peut-être déjà de mon autre chaîne, Discover ID. Ou alors, c'est peut-être parce que, voilà, tu t'es complètement perdu, tu ne sais pas ce que tu fais ici, ou que tu as une recommandation, ou que même c'est un pote qui t'a recommandé cette chaîne, je ne sais pas. En tout cas, voilà, si tu me connaissais déjà d'avant, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne si tu veux voir du contenu un petit peu différent de ce que tu as l'habitude de voir sur Discover ID. Et si t'es nouveau, bah, je vais pas te demander de t'abonner tout de suite, puisque tu ne me connais pas, mais du coup, je vais me présenter, je vais te montrer un petit peu ce que je fais. Si je devais donner 2 bons conseils pour pouvoir élever vos streams à un niveau supérieur, déjà ça reprend un petit peu ce que je dis au départ, soignez vraiment son image et le son. Pour soigner son image, il ne suffit pas juste d'avoir une bonne caméra. Il faut travailler la lumière, avoir des effets de style. Généralement, quand les deux s'accompagnent, ça donne vraiment des compositions super intéressantes, très visuelles. En plus de ça, si vous arrivez à trouver vos propres styles, que ce soit au niveau des couleurs, que ce soit au niveau des styles d'éclairage, parce qu'il y en a beaucoup, c'est vraiment quelque chose qui peut donner beaucoup de personnalité à votre image et il y a des gens qui peuvent vous suivre pour ça, qui s'intéressent au contenu de ce que vous allez raconter, mais également à votre qualité d'image. Moi, parfois, ça m'arrive de regarder des images sur YouTube, même sur Twitch, juste parce que c'est très très bien fait. Et alors aussi, le deuxième conseil, là, ça se rapportera peut-être plus au contenu et à la personnalité plutôt qu'au matériel, c'est vraiment de créer sa propre image, de créer son personnage, de vous démarquer un maximum. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui se lancent sur Internet et si tout le monde fait la même chose, le problème c'est que les choix sont très variés et peut-être que les gens vont aller chez un autre plutôt que chez vous. Donc il faut donner une bonne raison aux gens d'aller chez vous, que ce soit en donnant beaucoup d'énergie, que ce soit en proposant quelque chose de nouveau qui n'a jamais été fait, mais vraiment l'important c'est de se démarquer. Le Télévideo Games. Un marathon de streaming caritatif qui a lieu chaque année. Cette fois-ci, on était chez Médecins sans frontières, une ONG humanitaire qui œuvre partout dans le monde pour sauver des vies. Tous réunis dans un seul même endroit pendant 75 heures pour récolter un maximum de fonds pour qu'ils puissent continuer à œuvrer. Cette année encore, de nouvelles têtes, et ce serait malhonnête de ma part de vous dire que j'ai pas eu le temps de discuter et rencontrer tout le monde, mais simplement que dans la vie, les rencontres ont lieu lorsque l'un des deux fait le premier pas. Moi, je fais partie de ceux qui peinent à mettre un pied devant l'autre. Certains avouaient être stressés à l'arrivée, ne sachant pas comment ils allaient être accueillis, jusqu'à quel point ils seraient suivis par leur communauté, comment ils en ressortiraient. De mon côté, c'était la 4e édition à laquelle je participais, donc j'étais pas vraiment stressé par tout ça. Mes marques sur place étaient déjà prises et ma communauté m'a déjà prouvé qu'ils étaient prêts à me soutenir et soutenir ce genre de cause. Mais physiquement, j'étais clairement pas prêt. Avec un déménagement tout frais sur le dos, de nouvelles choses dans ma vie et pas mal de boulot, j'étais clairement en manque de sommeil et très stressé. Malgré tout ça, j'avais la niaque et j'avais surtout mon staff et ma commu pour m'envoyer au lit quand j'étais trop claqué pour continuer et mes acolytes sur place pour me rappeler qu'on avait une mission à remplir. Un coup d'œil sur la salle, un croisement de regards suffisait à me rappeler qu'on était tous là pour une raison et surtout que j'avais une revanche à prendre sur la pandémie qui nous avait obligés à arrêter l'événement l'an dernier après seulement 30 heures de stream. Au total, on aura récolté plus de 200 000 €, soit pas loin du double de ce qu'on avait réuni l'an dernier. C'était l'euphorie, on était dans un autre monde, sur une autre planète. Cet événement a été une révélation pour beaucoup, aussi bien au niveau des rencontres que de la confiance qu'ils en ont tiré, alors que la plupart avaient pénétré les lieux pleins de doutes, d'incertitudes, ne sachant pas s'ils y avaient réellement leur place. Les gamers ont du cœur, c'est le dicton du Télévideo Games, que vous récoltiez 500, 5000 ou 50 000 €, vous y avez votre place si ce dicton est ce qui vous motive. Derrière tout cet événement, cette organisation, un homme, celui qui est à l'origine du collectif Les Players du Dimanche qui sont les créateurs du Télévideo Games. Il y a beaucoup de choses que je pourrais vous dire sur lui car ça fait un bon moment qu'on se connaît et il fait partie de ceux grâce à qui j'en suis là aujourd'hui. Mais pour cette fois-ci, c'était à lui de prendre la parole. Il faut savoir que le Télévideo Games, il a été créé parce que j'ai perdu 2 proches du cancer. Ça m'a énormément touché. C'était la première fois que je perdais des proches d'une manière, on va dire, moins naturelle que par vieillesse. Du coup, j'avais envie de donner un peu de ma personne et d'allier mes compétences et mon réseau et ma passion du jeu vidéo, faire quelque chose de positif. Donc le premier message que je voulais faire passer, c'est que les gamers ont du cœur, parce qu'encore à l'heure actuelle, vis-à-vis des mentalités des gens, etc., dire qu'on est un gamer, c'est pas toujours très bien perçu, on associe généralement le gaming à des adjectifs très négatifs. Et donc du coup, avec ça, j'avais envie de casser les codes et de montrer que voilà, on peut être gamer, on peut être père de famille, on peut être employé, on peut être fonctionnaire, on peut aussi être streamer ou même joueur professionnel, en faire son métier et quand même faire des choses positives et montrer que la communauté du gaming est une communauté unie,
envers un même message du coup qui est donc les gamers ont du cœur, apporter quelque chose de positif et de donner de sa personne et de montrer aussi qu'on doit pas forcément être quelqu'un pour faire bouger les choses parce que beaucoup de personnes n'osent pas parce qu'elles n'osent pas se lancer ou voilà simplement dire ben voilà ça y est je me lance dans un projet pour le simple fait que voilà ce sont pas des personnalités, ce sont pas des influenceurs, ce sont pas des gamers connus. Ça permet justement de montrer aux gens que n'importe qui peut donner à son échelle avec ses moyens et que si on y croit et si on se donne à fond on peut faire de très belles choses. Des relations, des amitiés, il peut y avoir plein de choses qui peuvent naître. Ça peut donner lieu aussi à des collaborations parfois auxquelles on ne pensait pas. Moi, mon objectif de vie, c'est pas forcément d'être connu, c'est pas forcément d'avoir 1 million de followers sur Instagram ou d'être une personne qui va percer sur Twitch. Non, moi, mon but dans la vie, c'est d'être un souvenir et que peu importe les gens que je rencontre ou qui croisent mon chemin, c'est qu'elles gardent un souvenir, j'espère en tout cas positif, et que du coup, ma façon de voir les choses, ma vision de la vie, elle puisse apporter quelque chose de positif à tous ces gens que j'ai pu rencontrer, tendre la main, etc. Derrière YouTube, il y a de la magie. Pas forcément celle à laquelle vous pensez, ni celle que les médias ont essayé de manipuler à leur sauce pour se faire un max de pognon, mais une magie grâce à laquelle peuvent se produire des choses extraordinaires et qui rapprochent les gens. Et cette magie ne peut exister que grâce à chaque individu qui crée sa chaîne dans le but de partager quelque chose avec les autres et qu'une communauté autour se crée pour la suivre. Un rire, une émotion ou juste une information, si ce qu'on a voulu transmettre est reçu par les autres, c'est qu'on a accompli notre objectif et c'est là que cette magie opère. Aux yeux de la cagnotte, c'est une partie, mais pour ce que MSF va pouvoir faire avec, c'est gigantesque. Je suis désolé, j'ai une descente d'émotion assez violente là. Des gros bisous, je vous aime fort. Pour moi, de mon point de vue, faut savoir qu'avant d'utiliser la marque Sony, j'ai utilisé vraiment beaucoup d'appareils de plein de marques différents, que ce soit des caméras compactes, même du professionnel. Par exemple, la première grosse caméra professionnelle que j'avais utilisée à l'époque, c'était une Z7, qui est très différente aujourd'hui des petits appareils qu'on peut avoir, mais qui en termes de qualité se rapprochent beaucoup, parce que maintenant, voilà, avec des petits hybrides, des petits DSLR, on peut avoir des qualités extraordinaires. Ce qui m'a fait me tourner vers Sony aujourd'hui, maintenant depuis quelques années, bon, déjà, c'est la qualité d'image, c'est la possibilité de passer en basse lumière avec la 7S III. Ça a été un choix très très important pour moi, qui était déjà quelque chose que j'avais en vue avec la 7S II, mais vraiment l'un des points primordiaux pour moi, pour ce que je réalise comme type de contenu, c'était l'autofocus qui ne lâche jamais et surtout qui est passé à un niveau supérieur à la 7S III et qui est encore récemment passé à un niveau supérieur. Vraiment, l'autofocus, très très important parce que ce qu'il y a, c'est que sur YouTube, souvent, c'est de l'autoproduction. On n'a pas forcément une équipe et quelqu'un derrière la caméra pour gérer le focus, la mise au point. Donc, c'est très important d'avoir une mise au point qui est tout le temps nette et qu'on n'ait pas trop à s'en soucier. Souvent, le problème que j'ai rencontré avec les autres marques, c'est que la mise au point, elle tenait un petit peu et il suffisait de bouger la tête, le regard pour que ça disparaisse, qu'elle aille se mettre derrière et que du coup, l'image était floue et que le sujet était flou. Bon, c'était vraiment pas du tout agréable ni confortable pour l'œil de l'audience. Donc ouais, j'ai vraiment en grande partie choisi les produits de chez Sony, parce que l'autofocus, c'est ouais, pour faire du contenu soi-même tout seul sans avoir une équipe, c'est vraiment super important. Là, tu parlais que tu es toujours en auto-équipe, mais alors, est-ce que tu as une façon différente de travailler pour des plateformes différentes? Par exemple, pour Twitch, pour YouTube, pour TikTok, pour Instagram, est-ce qu'il y a des façons différentes de s'y prendre? Pour travailler sur les différents réseaux, on peut... Bon, la plupart des gens vont faire quelque chose d'assez facile, c'est-à-dire tourner un contenu et le diffuser sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire faire des crops pour pouvoir passer par exemple sur Instagram ou sur TikTok parce que le format est vertical. Moi, de mon point de vue, c'est toujours plus intéressant de faire du contenu pour chaque plateforme, si on en a le temps bien sûr, parce que les cadrages sont pas pareils, les codes aussi sont pas pareils, tout ce qu'on veut rapporter en termes de qualité d'image, bon, d'une plateforme à l'autre, ça peut varier aussi. Donc pour moi, il faut s'adapter à chaque plateforme. Je ne fais pas la même chose sur YouTube que je ferais sur Instagram ou sur TikTok, sauf parfois pour gagner du temps, mais c'est très rare. Pour moi, il faut vraiment séparer bien ce qu'on fait, que ce soit au niveau de tournage, du montage, de bien séparer les différents contenus pour les différentes plateformes. J'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser ça, mais je sais que par exemple dans le ZVE1, il y a la possibilité de le faire. Généralement, je m'arrange pour cadrer à la verticale, mais oui, j'ai entendu que dans les nouveaux appareils, il y avait la possibilité justement de cadrer spécialement pour des réseaux comme ça. Donc c'est génial en fait, ça fait gagner un temps fou et surtout, au moins on est sûr de ce qu'on va faire. On n'a pas de... Il n'y a pas de possibilité d'erreur à partir du moment où tous les outils sont là. Les seules erreurs que vous pouvez faire vont être dues à vous, pas au matériel. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Comme ça, bon, ça force à s'améliorer pour pouvoir utiliser le matériel correctement et produire le contenu qu'on veut.
Dans ce cas-là, j'ai une très bonne nouvelle. Aussi bien dans le A7S3 que le A7 IV, que le ZV-E10, le ZV-1, ils savent tous le faire. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui ont changé sur les réseaux et qui continuent à évoluer dans les différences de contenu. Il y a déjà les gens qui ont mis la barre très haute en proposant du contenu qui est vraiment très très qualitatif en termes de qualité, avec des grosses productions, des grosses caméras, des régies. C'est du contenu qui fonctionne très bien mais qui coûte aussi beaucoup d'argent. Mais il y a un contenu qui plaît aussi beaucoup sur le côté, qui est le contenu IRL, in real life, c'est-à-dire de proposer aux gens des choses qu'ils ne peuvent pas forcément voir eux de leurs yeux, hein. Par exemple des voyages, aller dans certains endroits que eux n'auraient pas la possibilité de visiter ou pas dans les médias. Ça permet aux gens de voyager, de s'évader un petit peu, de découvrir, et ça, ouais, les gens aiment beaucoup aujourd'hui. Donc je pense que ce qui serait intéressant aujourd'hui pour des marques comme Sony, c'est peut-être de s'y pencher un petit peu plus et de proposer du matériel encore plus facile pour ce genre de contenu, parce qu'il y a déjà des appareils comme par exemple le ZV-1 et la nouvelle version qui est faite pour le vlog, qui sont très très intéressantes, mais je pense que créer encore plus de facilité, c'est quelque chose qui permettrait peut-être aux streamers de s'aventurer un peu plus loin dans leurs idées de voyage, de faire découvrir des événements, des conventions, des pays, des endroits aux gens. Je pense que c'est peut-être le step intéressant à franchir, parce qu'en termes de qualité vidéo, déjà, avec ce qui est proposé, on a déjà de quoi faire des très grosses productions. Donc ouais, je pense que ce qui devrait encore être ajouté par la suite, c'est le point de vue peut-être pratique. Alors comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je suis sorti de ma tanière, de ma grotte. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui on va refaire le setup du petit Titouan. C'est une surprise, allez, suivez-moi. Pour terminer, le gros conseil que j'aurais envie de donner, parce que bon, j'ai déjà donné 2 petits tips, mais là vraiment le gros conseil qui englobe tout, le plus important quand on crée du contenu, c'est vraiment de rester un maximum soi-même, de ne pas se laisser trop déborder non plus par les codes, par l'audience qui va demander beaucoup. C'est d'être soi-même et de faire les choses un petit peu comme on le souhaite. Moi, par exemple, si je parle beaucoup de qualité d'image, c'est parce que c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, qui m'a toujours vraiment beaucoup intéressé, de travailler avec du bon matériel, d'avoir une bonne qualité d'image. Au-delà du fait que ce soit un standing pour proposer de la qualité, c'est quelque chose qui me définit, qui me correspond beaucoup, que voilà, je ne pourrais pas faire autrement aujourd'hui. Je ne pourrais pas proposer du contenu avec une petite qualité d'image parce que je ne serais pas convaincu, je ne serais moi-même pas satisfait. Donc ouais, là, pour moi, la qualité, c'est très important, mais ce qui compte, c'est vraiment que les choses soient authentiques pour vous, qu'elles soient vraiment ce qui vous correspond, ce qui vous plaît, et voilà, vous puissiez rester vous-même en faisant votre contenu. C'est vraiment ça, je pense, qui est très important aujourd'hui pour pouvoir vraiment dégager les émotions, les intentions que vous voulez, et surtout pour arriver à apprécier ce que vous faites sur du long terme. Mesdames et messieurs, il faut savoir que dans la vie d'un youtubeur, et qui plus est dans la vie d'un youtubeur hardware tech, ça nous arrive très souvent de recevoir des opportunités, d'être un peu privilégié sur plein de choses et surtout de recevoir des produits. Et du coup, parfois on reçoit des dingueries, et là, aujourd'hui, je sais même pas comment je peux qualifier le bordel qui est en train de se dérouler là. À quel point je suis heureux et je me sens trop gâté. Vous pouvez me retrouver sur, par exemple, YouTube déjà, Discover ID, sur Twitch, sur TikTok, Instagram, Twitter, un petit peu partout au nom de Discover ID. Et merci beaucoup à Sony pour l'invitation.